Alors, Laurent, nous allons revenir à cette nuit du 28 février au 1er mars 2023. Vous avez reçu une alerte de l'ANSSI. Vous constatez une activité anormale. À quel moment comprenez-vous que vous êtes en train de subir une cyberattaque majeure et quelles sont les premières décisions que vous prenez? Bonjour à tous. Donc effectivement, pour revenir un peu sur le sujet, il faut se rappeler qu'il y a 3 ans, la sensibilité à la cybersécurité n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui. Donc là où aujourd'hui on parle beaucoup de DR, de MFA, enfin de dispositifs techniques qui permettent de sécuriser, à l'époque, c'était des choses que nous n'avions pas. Donc, juste pour resituer des éléments de contexte. Et donc effectivement, on a reçu par l'intermédiaire de l'ANSSI un appel à notre PC sécurité nous indiquant un trafic anormal constaté et nous inviter à creuser le sujet. Et donc, un des premiers éléments qui nous a aidé à réagir vite, c'est qu'on avait une astreinte. Alors c'est tout bête, hein, mais beaucoup de structures n'en ont pas forcément. Et donc, il se trouve que la personne qui était astreinte était notre RSSI, qui donc a pu venir sur site, vérifier effectivement l'état global de santé du système d'information, constater qu'il y avait des choses anormales, et on en avait échangé quelques mois avant avec Patrick, c'était de se dire, quand ça nous arrivera, pas si ça nous arrive, mais plutôt le quand, pareil, élément qu'on entend beaucoup, mais pour l'avoir vécu, je ne peux dire que quand, se dire qu'on coupera le système d'information. Puisque, et c'est une invitation à la réflexion générale, vous avez 2 façons de réagir lors d'une cyberattaque. Vous coupez tout ou vous vous isolez du monde. La mairie de Lille, c'est 150 bâtiments, c'est ce qu'on appelle pour certains qui comprendront de l'évasion locale parfois sur certains sites, qui fait qu'on n'avait pas la certitude de pouvoir tout couper au sens isolé, donc on a tout coupé électriquement. Donc on a vraiment arrêté parce qu'on a constaté qu'il y avait effectivement des éléments qui nous montraient qu'effectivement il y avait quelque chose. Et quand vous dites on, c'est qui a pris la décision de tout débrancher? Alors, la décision elle avait été prise en amont. C'est dans le sens où, si on le constatait, à partir de 3 à 4 éléments compromis, on coupait. Donc, il y a eu des appels, on s'est joints les uns les autres, et je laisserai Patrick aussi faire le retour de cette nuit, mais on savait qu'il fallait y aller, et on avait la carte blanche pour le faire. Donc vous aviez déjà réfléchi, anticipé tout cela. Patrick, on se retrouve ici à Lille du jour au lendemain, sans téléphone fixe, sans messagerie. Comment est-ce qu'on fait pour continuer à fonctionner dans une ville quand tout le système informatique est à l'arrêt? D'abord, là pour le coup, on ne fait pas de grasse matinée, c'est-à-dire que c'est arrivé vers minuit et quelques, donc la décision, effectivement, elle est prise immédiatement. Et on se retrouve à 3h30 du matin à la mairie avec une petite cellule de crise et en essayant de faire la liste en fait, des sujets essentiels. Alors, exemple, premier sujet essentiel, c'est de faire en sorte que l'ensemble des collaborateurs de la ville n'ouvrent pas leur micro-ordinateur en arrivant au travail le matin. Donc ça suppose de faire des petits flyers, d'être en capacité de distribuer les flyers à l'entrée des principaux sites de la ville. Et puis surtout, c'est de faire très rapidement le bilan de ce qui peut fonctionner, de ce qui ne fonctionnera pas sans informatique en fait. Et là, je donne 2-3 exemples très concrets. Premier réflexe de ma part, parce que dans une collectivité, c'est évidemment important. On a 4400 agents permanents, on sort 6300 feuilles de paye par mois. C'est qu'en est-il de la paye? Donc là, coup de chance, on est le 1er mars. Le train de paye est parti quelques jours avant, donc on sait que tout le monde sera payé pour le mois de février et qu'on aura globalement 2 semaines pour réfléchir à la façon dont on payera le mois de mars. Deuxième sujet, c'est l'état civil, c'est-à-dire en fait la réalisation des certificats de naissance ou autres. Donc on fait un point rapide, on pose 2-3 questions, on se rend compte qu'on a 1 100 000 natifs de Lille vivant en France qui tous les jours en fait demandent un extrait d'état civil pour se marier, pour rentrer à l'armée, pour passer un examen, etc. Et brutalement, vous devez non plus utiliser évidemment le système informatique qui ne marche pas, mais vous devez aller chercher les registres papier, faire des photocopies, envoyer le certificat de naissance en question par la poste. Donc vous dites finalement le système informatique ne marche plus. Donc j'ai toute une série de gens qui vont être au chômage technique, à commencer par tous les comptables de la collectivité. Donc je transforme en fait les comptables en agents de l'état civil en 24 heures, de façon à pouvoir assurer la continuité de service.
Troisième exemple qui est un peu trivial, c'est les musées, les piscines. Qu'est-ce que je fais puisque je n'ai plus de caisse, je n'ai plus la possibilité de délivrer des tickets. Donc on a pris très rapidement la décision de faire que ce soit gratuit en attendant de passer un système de carnet à souche, sachant qu'on a demandé aux usagers de payer en liquide ou par chèque, alors que, évidemment, la plupart des transactions se faisaient par carte bleue. Donc en fait, le premier sujet, c'est de lister très rapidement, et évidemment, quand on l'a fait par avance, c'est encore mieux, en fait, tous les services publics qui vont pouvoir fonctionner sans trop de difficultés, et les services publics qui vont être interrompus, de fait, sans informatique. Alors avec un effet de bord évidemment intéressant, c'est que vous êtes tout seul, puisque vous êtes le seul à être en situation de ne pas avoir de système informatique, donc vous prévenez vos partenaires, notamment les autres collectivités, et en général, 2 fois sur 3, on est tombé sur des interlocuteurs qui ont fini la discussion en disant « Bon, bah écoutez, pas de problème, je vous envoie un mail, on va pouvoir régler le problème. » Enfin, on plaisante, mais c'est d'une importance cruciale, bien sûr, pour les citoyens notamment. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui a été le plus dur, en fait? Qu'est-ce qui vous a peut-être surpris dans les services les plus difficiles à remplacer de façon analogue, parce qu'il a fallu revenir à ce monde analogue? Alors, ce qui a été techniquement le plus compliqué, encore une fois, c'est l'état civil. C'est le fait qu'ensuite, la paye, on a travaillé avec la trésorerie municipale. Et donc, pendant 6 mois, on a reproduit en fait, le train de paye de février. C'est-à-dire qu'on a payé en fait, l'ensemble des agents et collaborateurs de la ville de la même manière pendant 6 mois. Sauf que derrière, il a fallu ensuite régulariser, puisqu'il y a eu évidemment des trop payés, il y a eu des moins payés. Donc ça a été un travail énorme de faire comprendre qu'à un moment donné, ce qu'on allait toucher pendant X mois n'allait pas forcément être à la fin ce qu'on touchait en réalité. Donc, autre sujet extrêmement complexe, c'est que en fait, pendant 3 mois, on n'a pu émettre aucune facture et on n'a pu en payer aucune. C'est-à-dire que, sauf quelques factures qu'on a pu payer via le trésorier municipal, notamment des fournisseurs qui étaient potentiellement en difficulté économique, donc essentiellement nos petits fournisseurs, pour le reste, en fait, on n'a pu payer personne. Et surtout, on n'a émis aucune facture. Donc, ce qui veut dire qu'on a eu un effet rattrapage derrière en termes d'édition de factures, mais aussi pour un certain nombre, évidemment, de personnes à qui on a demandé de payer. Alors, par exemple, les parents qui mettent leurs enfants à la crèche, les parents qui mettent leurs enfants à la restauration scolaire. Il a fallu leur expliquer à partir du mois de juillet qu'à partir de septembre, on allait faire des doubles mois. Mais on a essayé de les prévenir les plus en amont possible pour leur dire provisionnez en fait ce que vous coûte la cantine, par exemple, en mars, avril, mai, juin, juillet, parce qu'en septembre, octobre, novembre, décembre, on va faire des doubles mois pour rattraper en fait ce qu'on n'aura pas pu vous faire payer. Et sachant qu'on a beaucoup de familles pour lesquelles, évidemment, les budgets sont extrêmement serrés, et le fait, à un moment donné, de ne pas payer quelque chose aurait pu les inciter à se dire que voilà, c'était de l'argent qui était disponible, alors qu'en fait, il ne l'était évidemment pas à terme. Et tout ça, ça démontre bien sûr à quel point la digitalisation des services publics est avancée, mais aussi le fait que vous avez dû gérer tout ça tout en travaillant sur la reconstruction, bien sûr, des systèmes, parce que vous avez évoqué les 3 mois que ça a pris. La reconstruction, ça prend du temps. Laurent. Oui, effectivement. On est clairement sur un marathon. Donc, pour les personnes à qui ça arrivera, déjà de pouvoir se projeter sur 2 choses. La première, c'est que c'est rarement un temps court. Donc, il ne faut pas épuiser les équipes. Et la deuxième, c'est effectivement, je remercierai jamais assez Patrick pour ça, d'avoir protégé, que l'administration protège les équipes techniques, parce que ceux qui vont reconstruire, ce sont vos équipes. Elles auront besoin de soutien, bien évidemment, mais ils seront en première ligne dans un climat anxiogène qui est partagé avec tous les agents, avec des agents qui n'attendent qu'une chose, c'est d'avoir des réponses à leurs questions de « c'est quand ? Pourquoi j'ai pas ça ? Quand est-ce que ça revient ?» Et forcément, les réponses, elles sont à la direction informatique. Donc si on n'est pas protégé de ça, on ne s'en sort pas. Et la contrepartie, par contre, c'est qu'effectivement, le directeur du numérique prenne sa responsabilité sur la communication en lien avec le directeur général des services, autant pour les citoyens que pour nos élus, que pour nos agents. Donc, la reconstruction, comme je l'évoquais, on est dans une situation dans laquelle on a tout éteint. Donc, le fait d'avoir tout éteint veut dire qu'on ne sait pas dans quel état c'est. On sait qu'il y a une compromission. Donc, comment on remet en service donc 3300 postes, 300 serveurs, on les rallume un par un. C'est-à-dire qu'on crée une zone tampon, ce qu'on appelle une zone de détonation, qui est sécurisée, et on fait rentrer tous les éléments les uns après les autres, et un à la fois, parce que si on en fait rentrer 3 et qu'il y en a un qui est compromis, on recommence pour les 2 autres, et on les met en sécurité.
On regarde s'il y a quelque chose qui va pas. On fait des ajustements quand on peut le faire, puisqu'il y a un vrai sujet sur la lutte contre l'obsolescence technique. Ça, c'est pareil, c'est un sujet sur lequel je vous invite à vous pencher, puisque lorsque on a un système qui est stable, non compromis, avec de l'obsolescence, on accepte le risque. Quand le risque est arrivé, l'obsolescence, vous ne pouvez pas dire, bon, finalement, je repars avec les mêmes risques. C'est plus possible. Et ce qui explique aussi pourquoi ça devient un marathon. C'est-à-dire qu'assez rapidement, on arrive à restituer 50%, 60% là, sur les 3 mois des fonctionnalités essentielles du système d'information. Mais il y a tout le travail de fond pour lequel vous acceptiez des risques dans une certaine mesure que vous ne pouvez plus accepter. Donc ça renvoie aussi à la nécessité d'avoir des plans de continuité d'activité et des plans de reprise. Parce que comme l'évoque Patrick, ce qui nous a permis de travailler dans une certaine forme de sérénité, parce qu'il faut retrouver la sérénité, hein, c'est indispensable, c'est de pouvoir se dire que même si l'application n'est pas disponible dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, les directions métiers ont un mode dégradé. Par contre, ce mode dégradé, il a une certaine temporalité. On pourra le maintenir pendant X semaines, X mois, et il ne faudra surtout pas minimiser le rattrapage. C'est-à-dire que, comme ça a été expliqué, la partie rattrapage de la paye ou les indus vis-à-vis des familles pour la partie restauration doit être aussi remise dans l'outil informatique. Donc il y a la partie gestion humaine, logistique pour la gestion du quotidien, mais quand on va remettre en service, comment on rattrape tout cela. Et ça mobilise énormément de ressources. Patrick, quand on a préparé cette session, vous m'avez confié que c'était la crise la plus longue de votre carrière. J'aimerais savoir, pour finir cette conversation, il nous reste quelques minutes simplement, quels sont les grands enseignements que vous avez tirés de cette cyberattaque, et peut-être vos conseils aux directeurs généraux des services ou au DSI peut-être dans la salle. Un conseil, qu'est-ce qu'ils doivent retenir vraiment pour se préparer à une telle attaque ? Le premier conseil, d'abord, c'est de prendre conscience que c'est un risque qui est extrêmement probable. C'est-à-dire que, au contraire, je veux dire, de la chute d'un aéronef sur la cathédrale de la ville, là, pour le coup, il y a quand même une bonne chance que ça vous arrive un jour. Et donc, il faut prendre ce sujet-là comme étant un sujet à traiter de manière extrêmement sérieuse. La deuxième chose, c'est qu'il faut acculturer tout le monde à ce qu'est une cyberattaque. Il faut qu'il y ait une vraie prise de conscience. Enfin, je le dis de temps en temps, j'étais allé au Congrès des maires du Nord il y a 2 ans pour raconter la cyberattaque. Il devait être resté une trentaine de maires dans la salle par rapport aux 500 et quelques qui avaient assisté à la plénière avant. C'est pas raisonnable. Je pense qu'il faut vraiment avoir conscience que c'est un sujet qu'il faut aborder. Et après, il faut faire ce travail de plan de continuité d'activité en anticipation, c'est-à-dire en fait lister les services, savoir ceux qui vont pouvoir continuer sans aucun problème. Donc nous, on a continué à avoir nos crèches qui fonctionnaient, nos restaurants scolaires fonctionnaient. Alors il y a eu des raviolis 5 lundis de suite parce que le logiciel de préparation des repas ne fonctionnait plus. Donc il a fallu passer à la main. Je pense qu'il y a aussi une chose importante, c'est qu'on est encore, et c'est mon cas, avec des gens qui sont dans une génération qui ont connu l'absence d'informatique. Et du coup, vous passez d'un seul coup au papier, crayon, gomme et au téléphone portable. Il faut une bonne flotte de téléphones portables, y compris pour les services, parce que c'est la manière que vous avez de pouvoir continuer le lien. Et il faut réimaginer, en fait, comment on travaille sans informatique. Ce qui est un sujet, d'ailleurs, pour moi, constant. C'est-à-dire qu'on continue à être dans cette espèce de cavalcade à travers l'informatisation, la numérisation, la mise en place sur des plateformes partagées, etc. Tout ça ne vaut pas si on ne sait pas en amont, en fait, comment on peut travailler sans ces outils. C'est un peu comme si on disait, en fait, aujourd'hui, pour passer d'un point A à un point B, on ne peut pas faire autrement que de prendre une voiture. Il y a d'autres moyens qu'une voiture pour passer d'un point A à un point B. Merci Patrick. Rapidement, Laurent, qu'est-ce que vous retenez de cet épisode ? On aura beau mettre tous les outils techniques qu'on voudra, et pour reprendre un peu le thème de l'intervention précédente, qu'est-ce qui fait peur aujourd'hui sur une cyberattaque ? C'est plutôt d'être face à l'inconnu et d'être démuni. Donc vraiment, malgré le fait que je porte une étiquette très technique en tant que directeur informatique, l'anticipation par la réflexion autour de la continuité est indispensable. C'est vraiment la clé de voûte qui permet d'avoir toutes les discussions préalables pour ne pas se poser trop de questions à l'instant T et pouvoir se concentrer sur l'essentiel tout en assurant une forme de continuité de service qui permet d'être serein. Et c'est vraiment, de mon point de vue, le sujet le plus important. Avec une sauvegarde aussi, surtout sauvegarde déconnectée.
une sauvegarde déconnectée, très intéressant. Ce qu'on retient vraiment de cette conversation, c'est qu'en cas de cyberattaque, il faut bien sûr des compétences techniques, mais ce qu'il faut surtout, et je suis sûre que la salle aura bien retenu ça aussi, ce sont des capacités de leadership et également humaines. C'est ça qui a vraiment fait la différence, semble-t-il. Un immense merci à vous, Patrick et Laurent, pour votre témoignage. Merci beaucoup.